Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast Horizon. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Olga Alexandrova, auteure du livre Le guide de la santé psychospirituelle. C'est un échange à la fois ancré et inspirant autour d'un sujet trop souvent divisé, la psychologie d'un côté, la spiritualité de l'autre. Avec Olga, on parle justement de ce lien entre psyché et esprit, de cette vision plus globale de la santé qui nous invite à réconcilier nos émotions, notre mental, notre énergie et notre cœur. On explore ensemble des notions clés comme la dualité, ce fameux lâcher-prise qu'on entend partout sans jamais savoir comment l'incarner, ou encore la place de l'ego, des croyances limitantes et le rôle fondamental de l'espace du cœur et de son champ électromagnétique pour retrouver l'équilibre. On parle aussi de la maladie, non pas comme une erreur, mais comme un message du corps. Si vous suivez mon podcast, vous commencez à le savoir. Olga nous explique comment décrypter ce langage, comment travailler avec la polarité intérieure, et elle partage des outils concrets comme son protocole de lâcher-prise. Et puis bien sûr, on parle de vibrations, de stress, de passé, de futur, de programme, bref. Et surtout de comment revenir ici, maintenant, avec plus de conscience et d'amour envers soi. C'est ça le problème aussi, c'est l'amour envers soi. Un échange riche, doux, profond et éclairant. Je vous laisse avec notre conversation. N'oubliez pas que cet épisode est divisé en deux. La suite dans 2 semaines. Bonne écoute. Bonjour Olga, bienvenue dans le podcast Horizon. Je suis ravie aujourd'hui de parler avec toi. Merci Léna de ton invitation. Merci. Alors, le livre dont on va parler aujourd'hui s'intitule Le guide de la santé psycho-spirituelle. C'est assez intéressant parce que c'est souvent soit l'un, soit l'autre. Quelle est l'importance du lien entre les deux, la psycho et le domaine spirituel selon toi? C'est totalement complémentaire. La psychologie va nous aider à mieux comprendre nos schémas émotionnels, croyances, blocages, résistances, et elle va nous permettre de naviguer dans les limites de ce qu'on appelle notre ego, sans en être esclave. La spiritualité va aller vers le terrain qui dépasse les besoins de l'ego. On sent bien, pour beaucoup de personnes, qu'il n'y a pas que juste un mieux-être relationnel, qu'on est appelé à une connexion plus grande que nous. Et quelque chose qui nous dépasse, qui nous reconnecte entre nous. Et euh, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui comprennent qu'on est séparés de rien. Donc la psychologie et la spiritualité vont créer une sorte d'alliance ensemble pour non seulement avoir des résultats en termes de libération émotionnelle, mais aussi de les ancrer dans la matière. Et si on s'enferme trop dans la psychologie, par exemple, ça peut aller jusqu'à la froideur analytique, l'analyse mentale, alors que la spiritualité va ouvrir ce terrain-là. Et de la même manière, si on s'enferme trop dans la spiritualité, ça peut même devenir un bypassing Hmm. spirituel, c'est-à-dire un contournement de la réalité. Je médite, mais je ferme les yeux, je ne veux pas avoir les factures devant moi. Dès que je réouvre les yeux, je suis dans la réalité concrète, donc c'est vraiment ancrer les changements dans la matière. Ouais, ouais. L'un va avec l'autre, effectivement, parce que sinon, ça paraît assez limité. Et comme tu dis, le bypassing spirituel, c'est vrai que la spiritualité, je pense qu'elle est. Je dirais qu'elle est devenue un peu plus à la mode récemment, depuis une décennie, par exemple. Et méditer pour ne pas ressentir nos émotions, par exemple, c'est quelque chose qui est, tu vois, ou alors méditer pour ne pas être trop dans la 3D. Alors qu'en réalité, on vit dans la 3D également. Donc je pense que c'est plutôt un équilibre que, justement, cette alliance entre la spiritualité et la psycho nous permet d'avoir entre la 3D et cette spiritualité, quoi. Absolument. Et aujourd'hui, quand tu rentres dans une librairie, en tout cas, moi, c'était mon cas avant même d'écrire le livre. Soit j'avais des ouvrages axés sur psychologie, schéma relationnel, pattern et dynamique psychologique, mais très peu cette alliance de psycho et spiritualité. Il fallait que je change de rayon
pour Mhm. aller vers ésotérisme, développement personnel, spirituel, croissance, etc., pour trouver des clés au niveau de l'élévation du niveau vibratoire, de connexion avec la nature, de meilleure compréhension de comment je médite, qu'est-ce que je fais. Donc pour moi, c'est vraiment deux domaines sont interconnectés et j'aime bien dire Freud et Bouddha devaient se rencontrer. Ah, c'est sympa. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la dualité et en quoi elle peut poser problème en tant qu'être humain? D'ailleurs, tu parles d'une dualité chargée. Oui. Dans, dans l'univers et surtout dans notre perception des choses, il y a énormément de concepts qui sont polarisés, c'est-à-dire dualisés. Tu ne peux comprendre ce qui est à gauche que par rapport à ce qui est à droite. Quand tu dis quelque chose est en haut, automatiquement on comprend que c'est par rapport à quelque chose qui se trouve en bas. Mais il n'y a pas un point de rupture où la gauche commence ici, à cet endroit-là. Tu vois, si je me tourne, la gauche, c'est déjà déplacé. Mhm. Donc, énormément de concepts pour notre psychisme sont divisés en polarités opposées. Le bien, c'est par rapport au mal. L'ombre, c'est par rapport à la lumière. L'échec, c'est par rapport à la réussite. Donc là, je te parle vraiment des concepts et non pas des objets. Par exemple, ça, c'est un stylo. Même lui, il peut être polarisé. C'est une absence de stylo, par exemple. Il Mhm. est là, il n'est pas là. Mais là, je parle des concepts comme l'amour, la liberté, la dignité, etc., ils ont tous leur contraire. Et quand on dit chargé, ça veut dire que parmi les deux opposés, j'ai une préférence pour une option, mais je ne veux pas de l'autre. Par exemple, je veux réussir, mais automatiquement, l'échec pour moi est inconcevable. Donc, je vais tendre vers la réussite, mais la réussite, elle va être connectée au mot échec. Mhm. L'absence de réussite va être l'échec, par exemple. Lorsqu'une personne charge une polarité, ça signifie elle n'a pas envie, elle n'accepte pas, elle résiste à l'autre option. Et comme la dualité va naître de l'identification, je m'identifie par fusion, je veux la réussite, je veux surtout pas l'échec. Mhm. Surtout pas l'échec, ça veut dire que je sais ce dont je ne veux pas. Je suis identifiée avec, mais par opposition. Comme dans un aimant, les deux contraires cherchent à se rapprocher. Pôle Nord, pôle Sud, la seule option agréable, c'est quand ils sont joints ensemble. Ça fait une neutralité. Même chose pour les polarités qui sont chargées dans notre esprit. Euh, si, euh, si je dis charge émotionnelle, ça veut dire que mon corps monte une sensation d'inconfort si je devais me rapprocher de l'échec ou de l'ombre, ou de quelque chose qui m'est défini comme un désagréable, par exemple la méchanceté par rapport à la bienveillance. Mais l'un n'existe pas sans l'autre. Et décharger les polarités, j'en parle dans mon livre, c'est de vraiment de se positionner au milieu. C'est de transmuter la charge. Je dis pas oui à la réussite, mais je dis pas non à l'échec non plus. Je peux tendre vers la réussite, ça m'est agréable, mais si je devais échouer quelque part, ça ne définit pas ma valeur. Par exemple, ça peut être une décharge de polarité. Mais c'est Ouais. vraiment comme un échiquier, bien, mal, juste, injuste, correct, incorrect, digne, indigne, bon, mauvais, gentil, méchant, etc. Il y a une option qu'on préfère et l'autre, on n'en veut pas. C'est ça que ça signifie, charger les polarités. Ouais. Bah, je pense beaucoup, tu sais, à notre société où on en demande beaucoup, beaucoup, on doit faire beaucoup de choses. Donc je pense finalement au stress, mais le stress, c'est quoi? C'est de la peur. Je dirais la peur et le contraire, ça serait être paisible, j'imagine. Ça serait la paix. Le stress est un concept déjà complexe parce que, il nous parle de notre système nerveux qui est mobilisé face à quelque chose. Mais si on décortique pour trouver une polarité chargée, c'est quand je me sens stressée, euh, là, tout de suite maintenant, dans une situation particulière, de quoi j'ai peur précisément? Qu'est-ce que je ne veux pas qui arrive? Et, ou alors, qu'est-ce que je veux surtout qui se passe? Je peux définir l'une ou l'autre option et ensuite de regarder quel est son opposé. Ouais, ouais, ouais. Je vais surtout pas me tromper, faire une erreur. Je veux que tout soit parfait, que tout soit idéal, par exemple.
Ok. Quel est le problème si je fais une erreur? Bah, c'est à nouveau une idée de ma valeur, par exemple. J'ai pas de valeur, je suis nulle. Quel serait l'opposé de nul? Il faut que la personne trouve ses paires duels, parce que quelqu'un peut dire l'opposé de génial, c'est horrible. Ouais, ouais, Pas forcément pour tout le monde. Donc oui, notre société nous demande beaucoup. Le stress, c'est une réponse globale de l'organisme face à un enjeu, à un contexte. Il mobilise le système nerveux. Mais par rapport aux dualités polarisées, c'est vraiment chercher au cas par cas. Qu'est-ce que je veux qu'il se passe ou je ne veux pas qu'il arrive? Et quel serait son opposé? Là, je trouve les paires duels et là, je peux déjà travailler avec les protocoles de mon livre. ouais, ouais, ouais. C'est pour ça, c'est un livre bien complet et je vous conseille, hein, mes auditeurs, de le lire pour en savoir plus, parce qu'évidemment, on ne peut pas aller en profondeur en une heure et demie dans ce podcast, mais en tout cas, ça te permet de se rendre compte, effectivement, de nos croyances, de nos croyances limitantes, de nos valeurs, de ce qui est important pour nous. Et ma question suivante, c'était comment s'élever hors de cette dualité, mais finalement, c'est en bossant comme on vient de le faire. Ben, déjà, il y a un petit piège dans la question. Comment s'élever au-delà de la dualité? Ça suppose que je n'en veux pas. Qu'il y a de la Quelque part, résistance, ouais, ouais, il y a ouais, de la ouais. résistance. La première idée, c'est d'accueillir que la dualité sera toujours là. Même si je décharge l'échec et la réussite, les deux concepts seront toujours dans mon esprit. Mhm. Et ils seront factuellement là sans que je m'identifie à je veux absolument être successful ou je veux surtout pas être un loser, par exemple. Ouais, ouais. Euh, de se dire que si l'enjeu c'est de supprimer la dualité, on est déjà piégé. C'est d'accueillir, c'est OK qu'elle soit là. Exactement, ouais, Et en ouais. même temps, deuxième temps, ça peut être euh, identifier une croyance, une peur, un concept qui est douloureux. Et par exemple, ça peut être un protocole. euh, je dis pas oui, je sais pas, on peut par exemple prendre la mort. Je dis pas oui à la mort. Je dis pas oui à mourir demain, dans une décennie ou dans 20 ans, mais je ne la refuse pas non plus. Je dis pas oui euh, au non-respect. Je dis oui à me soutenir si quelqu'un ne me respecte pas. Donc là, il y Mhm. a déjà un retour vers l'intériorité. Je peux imaginer un point neutre. Cette situation n'est ni bien ni mal. Ouais, exactement, ouais, ouais. C'est Et quelque puis, chose qui se déroule sous mes yeux, je le nomme factuellement, mais dès que j'appose une évaluation ou une préférence, j'aime pas, je suis déjà dans la dualité. Et c'est normal. Tant qu'on sera incarné dans la matière, on va se balader avec notre ego. ouais. L'ego va polariser de toute façon. Exactement, mais c'est à nous d'être OK avec ce qui est, avec, comme tu dis, cette dualité, cette polarité, quoi. Et tu vois, dans cette société, je disais ça il y a quelques minutes, on nous en demande beaucoup, il y a beaucoup de pression, beaucoup de choses à faire, beaucoup de stress finalement, beaucoup d'objectifs souvent. Nous-mêmes, on s'ajoute pas mal de pression, je parle aussi pour moi, hein. Et tu dis que pour lâcher prise, il faut aller au fond des choses. Et dans ton livre, tu parles de 4 étapes pour que ça se produise. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Déjà, tu abordes la question centrale de mon livre, le concept du lâcher-prise, qui est quand même la clé de voûte du bien-être psychospirituel et très peu comprise. Donc, si tu veux bien, je vais d'abord expliquer ce que c'est le lâcher-prise et après, je parlerai des étapes. Le lâcher-prise est à la fois un processus mental par lequel on cesse de s'identifier à ses polarités et il signifie dans un langage plus simple se détacher du désir de maîtriser un scénario, c'est-à-dire tolérer que quelque chose échappe à mon contrôle, quelque chose sur quoi je ne peux pas avoir prise sans lui dire oui, sans l'accepter au sens me résigner. Je l'accueille comme une possibilité qui ne va pas me priver de quelque chose de vital et d'essentiel. Donc lâcher prise, c'est renoncer à m'attacher à une option. Euh, Pas pour souffrir, mais pour être, pour retrouver une forme de paix intérieure. Et le lâcher prise est très très peu compris par les gens. Si tu entends une injonction lâche prise, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de se mettre en colère et de dire, mais tu crois que c'est si facile que ça? Personne ne voudra lâcher prise si on ne comprend pas la finalité derrière. Donc on confond énormément ce concept avec se résigner,
accepter l'inacceptable, oublier, excuser, cautionner les actes d'autrui. Et ça, c'est déjà une énorme barrière à la suite. L'ego, il dit, je ne consentirai pas à démarrer ce processus si je ne comprends pas ce qui m'attend à la fin. Si je pardonne quelque chose, mais moi, au final, l'autre se balade dans la nature impuni, hors de question que je le fasse. Donc, si on comprend que le lâcher-prise, c'est une forme de détente à la fin, là, on peut commencer les quatre ou cinq étapes. La première étape pour lâcher prise, elle consiste déjà à observer à quoi je résiste. Qu'est-ce qui me pose un problème? Quel est le scénario inconfortable que je ne veux pas qu'il arrive? Donc, première étape, c'est observer. Tu peux pas lâcher un caillou si tu n'as pas compris que tu le tiens dans la main. Pas le déposer au bord de la route. Donc, si j'ai observé que j'ai un inconfort, deuxième étape, je vais commencer à identifier le pire. Qu'est-ce que je redoute qui se passe? Et là, identifier le pire, c'est une étape assez complexe parce que ici, on peut se poser la question en boucle de quoi j'ai peur, nommer la peur, se demander qu'est-ce qui va se passer ensuite, quelle est la conséquence de cette peur que je redoute plus loin, et de se poser comme un perroquet cette question et après, et après, et après, et après, c'est quoi le pire, le pire, le pire, le pire, le pire, jusqu'à sentir que en ayant trouvé le pire scénario, le corps monte une charge émotionnelle. C'est-à-dire qu'on approche la bombe. Troisième étape, une fois que j'ai défini le pire, je sens que l'émotion monte, je décide de lâcher prise ou pas. Je ne suis pas obligée. Ce n'est pas une injonction, il faut absolument le faire. Je peux ne pas lâcher prise tout court et c'est aussi une forme de lâcher prise. Oui. Mais si je décide de lâcher prise, je peux passer à l'étape numéro 4, c'est de me laisser connecter à l'émotion qui monte en moi, en le rapport avec le pire scénario. Et une fois de plus, quand à la quatrième étape, je laisse l'émotion s'approcher, c'est pas pour me faire souffrir et mal au corps, faire mal à mon corps. C'est laisser la charge se dérouler comme si j'accueillais une émotion comme une antenne Wi-Fi qui se laisse traverser jusqu'à atteindre un pic et ça redescend. Une fois que ce pic redescend, et là on peut accompagner de plusieurs phrases que je développe dans mon livre, de plusieurs visualisations, on peut faire un nouveau test sur la question de départ. Je repense au pire, comment je me sens maintenant. S'il y a encore une forme de charge émotionnelle, je peux refaire les étapes. Observer, identifier le pire, décider ou pas de lâcher prise. J'ai l'intention ferme d'accéder à la détente par rapport à ce sujet et je connecte l'émotion inconfortable. Est-ce que tu veux éventuellement un exemple concret ou est-ce que Bah, moi, je le vois parce que je pratique ce genre de choses. Donc, moi, je suis très mind-body. Effectivement, c'est ce que je fais pour me préparer à des choses quand je vois que il y a une pensée qui revient souvent et qui me fait une grosse charge émotionnelle. Généralement, ce que je fais, c'est que je vais m'allonger sur mon sofa parce que c'est comme ça que je pratique ma connexion et je ressens la sensation parce que l'émotion, c'est une sensation finalement. Et par exemple, moi, c'est très viscéral, mais ça peut être d'autres sensations et ça va être un nœud dans le ventre. Et donc, je l'accueille. Donc, soit j'imagine le scénario pour que cette charge émotionnelle s'active et donc la sensation s'active, soit elle vient automatiquement et donc j'ai juste à la ressentir, à la respecter. Et moi, ce que je fais, c'est que je lui parle comme si c'était un enfant qui avait besoin de compassion. C'est OK d'être comme tu es, prends le temps dont tu as, parce qu'effectivement, il s'agit de ne pas être pressé, mais juste d'être OK avec la sensation qui est. Et au bout d'un moment, il y a des sensations nouvelles qui vont arriver, ou alors il y a un nœud qui va se retirer, etc. Ça va évoluer. Ça peut effectivement s'intensifier, et c'est ce que tu dis avec le pic. C'est-à-dire que la sensation, puisque tu te concentres dessus, puisque tu mets ta conscience sur la sensation, ça va grossir, mais c'est une bonne nouvelle, au contraire, c'est ça qu'on veut. Et ensuite, pouf, ça y est, ça va redevenir normal, puisque le nuage, j'appelle ça le nuage émotionnel, sera passé. Comme tu dis, tu te seras fait traverser. Donc, du coup, moi, ça me fait penser à ma vie, mais tu peux évidemment donner Oh, t'es un un exemple. exemple. Tu es un exemple parfait d'adaptation de mon protocole à toi, à toi. Tu t'allonges, tu parles à cette sensation comme à ton enfant intérieur. Tout ça, c'est des adaptations de cet algorithme. Mhm. Et Ouais. tout marche. Après avoir écrit ce livre, et consacré beaucoup de temps au lâcher prise, j'ai fait une consultation qui m'a énormément marquée. C'est une personne qui est venue et qui a dit,
Je n'arrive pas à lâcher prise, je n'arrive pas à lâcher prise. J'ai lu votre livre, mais j'arrive absolument pas à lâcher prise. Donc ça, c'est ce que j'appelle une impasse suprême. C'est quand une personne se dit, tant que j'ai pas lâché prise, je peux pas aller mieux. Donc elle crée un conflit Hmm. avec le concept même du lâcher prise. Et là, en l'écoutant, je lui ai dit, écoutez, oubliez ce qui est marqué dans mon livre. Mais comment ça? C'est pas possible, vous avez écrit un livre. Je dis, oui, tout est valable. Mais on va faire encore un truc. Et si j'écris d'autres ouvrages, je le partagerai. Je lui ai Hmm. demandé à cette personne de ne surtout pas lâcher prise, de ne rien faire, parce que ça supposait un effort titanesque à l'intérieur pour produire un mouvement. Je lui ai dit, on va rien faire de cet ordre-là. Imaginez simplement si vous aviez déjà lâché prise. Quelles seraient les sensations dans votre corps physique? Et la personne dit, mais je n'ai pas lâché prise. Je dis, non, 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 vous êtes tranquille, je vous mets en sécurité. Vous n'avez pas l'obligation de lâcher prise. Vous allez me décrire si un jour vous aviez lâché prise. Plus tard, dans une galaxie parallèle, un couloir quantique, il y a une version de vous qui l'a déjà fait. C'est quoi les sensations physiques qui l'accompagnent? À ce moment-là, cette personne dont la structure interne, l'ego, a cru que c'est bon, je ne suis pas obligée de faire cet Hmm. effort, s'est sentie soulagée à pas produire un mouvement, mais juste à décrire comment elle se sentirait aux Ouais, conditions. Et là, c'est aussi une des clés de mon livre, c'est l'imaginaire créateur, comme si égale c'est. Notre cerveau, ouais. le commandant de bord, récepteur, émetteur des pensées, il ne comprend pas le conditionnel. Si là, maintenant, tout de suite, j'avais déjà confiance en moi, j'avais déjà lâché prise, c'est quoi les sensations dans mon corps? Je suis obligée même faiblement de les ressentir. Et ça aussi, c'est une des clés que je rajouterai après avoir même déposé tellement de choses sur le lâcher-prise dans mon livre. Mhm. Tout dépendra si l'émotion est forte ou pas. C'est une question qui amène à l'état ressource. Si là maintenant tout de suite j'avais déjà par exemple confiance en moi, comment ça se ressent? Je laisse monter la sensation, mais elle ne pourra monter qu'à condition que l'émotion inconfortable n'est pas présente. Si l'émotion est forte, c'est comme dire à une personne qui fait une crise d'angoisse, calme-toi, elle ne se calmera pas. Elle dit, je suis en train de mourir. Donc, il vaut mieux aller dans l'inverse. Ok, qu'est-ce que tu ressens à l'idée que tu vas mourir? Il y a tout un truc qui monte, je sais pas, la poitrine est oppressée, j'ai une boule à la gorge, j'ai les jambes qui sont complètement en coton. Continue à le ressentir. C'est-à-dire, je demande à la personne de sentir, 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 sentir. Non pas se penser à ce qu'elle est en train de penser, mais juste observer ses sensations Ouais. Hmm. jusqu'à la détente. Et là, il y a une forme de lâcher prise qui se fait. Après, ça peut être consolidé par les phrases quoi qu'il arrive, je serai là pour moi. Je dis pas oui à tout le chaos extérieur, à l'insécurité, au stress, aux demandes de la société. Je dis oui à ma capacité de faire ce câlin à moi, de me soutenir, d'être présent à moi. Ça Hmm. oui. Hmm. Quoi qu'il arrive, je peux être là pour moi, même s'il y a plein d'épreuves qui peuvent m'attendre demain et après-demain. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais une chose, que quoi qu'il arrive, je serai là pour moi. Et ça aussi, ça consolide tout ce travail sur le lâcher-prise. Tout comme Oh, ouais. discuter avec son enfant intérieur. Ouais, 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 complètement. Et il y a une phrase dans ton livre j'avais écrit, que j'aime bien, c'est l'acte de lâcher prise est une manifestation d'amour envers soi, un appel à penser avec le cœur plutôt qu'à rester dans la logique rigide de l'esprit. Tout à fait. Tellement vrai, tellement vrai. Merci. Et ce qui est original d'ailleurs, c'est que tu évoques le lâcher prise à l'envers. Oui. Ça, je Oui. trouve ça assez nouveau. C'est totalement nouveau, c'est du freestyle et la touche personnelle de Olga. Parce que autrefois, dans ma thérapie personnelle, j'avais remarqué un truc, c'est que la thérapie par la provocation marchait aussi. Attention, pas avec tout le monde. Il y a des personnes qui sont fragiles et c'est pas un truc à faire. Donc, je mets des nuances dans le livre, mais je m'explique. Déjà, le lâcher-prise à l'envers, il est basé sur l'idée qu'en nous existent deux tendances. Aller vers la transformation, je veux changer, j'en peux plus de ces dynamiques, je veux vraiment évoluer. Et l'autre tendance est on change rien, on maintient les programmes à bord tels quels. Trop coûteux, c'est dangereux. Donc maintenir les choses en place, conserver telles quelles, évoluer. Et donc quand on va en thérapie, par exemple, le thérapeute, il va nous amener vers un changement. Et là, ça résiste dans ce sens-là. Je résiste, je ne vais pas évoluer. OK?
À ce moment-là, le thérapeute, il peut appuyer sur la résistance et non sur le changement. Et c'est là que la personne va aller vers la transformation. Par exemple, si la personne dit je suis en colère contre une personne qui ne me respecte pas dans mon immeuble, au lieu de lui proposer de lâcher prise là-dessus, je vais lui proposer le protocole du lâcher prise à l'envers, c'est-à-dire d'amplifier la résistance au maximum. Ok, continue de ne pas lâcher prise et dis qu'est-ce que c'est génial de ne pas lâcher prise. Hors de question que je le fasse. Première étape. Pourquoi elle est importante? Parce que je vais légitimer la partie en moi qui n'a pas envie de lâcher prise, pas le forcer. Mhm. Deuxième étape, c'est la phrase qu'est-ce que c'est génial qu'à tout moment je peux lui en vouloir. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est mon choix conscient de continuer à être dans cette résistance. Troisième étape du lâcher-prise à l'envers, c'est de parler de toutes les conséquences inconfortables si je ne lâche pas prise. Par exemple, qu'est-ce que c'est génial de m'infliger ma colère contre cette voisine qui ne me respecte pas. Ça me permet de passer des nuits blanches, de ne pas m'occuper de mes enfants, d'entendre mon mari qui dit tout le temps arrête de penser à la voisine, reste avec nous à table, ça me permet vraiment de m'infliger des disputes à la maison, cette colère en boucle. Et là, je sens que mais c'est à moi que je fais ça. Et Ouais. là, c'est comme la résistance s'amplifie. Je suis déjà prête à lâcher cette voisine et de passer à autre chose et de m'occuper de ma famille, être là pour moi. Et il y a encore une dernière phrase dans ce protocole de lâcher prise à l'envers. Merci à tous ceux qui m'ont appris le contrôle. Merci à tous ceux qui m'ont blessé. C'est à cause de vous que je me sens mal. En quoi c'est important dans le lâcher prise à l'envers? C'est de se déresponsabiliser de ce que je ressens. Mhm. C'est-à-dire, mon bien-être est entre vos mains. Mais ça veut dire automatiquement que tant que la voisine n'a pas changé d'attitude envers moi, je suis obligée d'aller mal, je suis obligée d'être en colère. Donc, je ne suis plus responsable des mouvements qui se passent en moi, c'est quelqu'un à qui j'ai délégué ce pouvoir. Et là, je sens que non, j'ai pas envie de déléguer ce pouvoir d'aller mieux, bien, il est en moi. Donc là, j'ai pris un envers, c'est vraiment ne pas lâcher prise, mais activement, 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 avec toutes les conséquences négatives pour moi, jusqu'à sentir que ben, je lâche l'affaire, je me fais plus de Ouais. mal qu'autre chose. Pour provoquer une prise de conscience. Une prise de conscience et un changement dans le corps. Je le fais avec beaucoup d'humour, mais attention, il y a des personnes qui sortent des relations ultra douloureuses, toxiques, difficiles, où on va d'abord, avant de parler du lâcher-prise, de poser les choses. Ce que vous avez vécu est inacceptable. Ce qui se Ouais. passe n'est pas OK. Mais à terme, vous pourrez lâcher prise d'un côté et porter cette affaire en justice de l'autre. C'est pas Mhm. incompatible. Vous pourrez vous occuper de votre intériorité, mais votre tête ne dira pas oui à ce qui s'est passé. Vous pourrez Ouais, ouais. défendre des causes qui vous tiennent à cœur, qui sont importantes, mais depuis un équilibre, depuis une paix intérieure et pas depuis euh, des colères, des tristesses, des chagrins, etc. Ouais. Ouais, c'est fou, hein. Et puis qui dit finalement lâcher prise, donc on parle de contrôle, donc on parle de besoins non satisfaits et qui sont souvent d'ailleurs inconscients. Alors comment on peut identifier ces besoins? Déjà, parlons avec quoi on confond les besoins. On confond les besoins avec des moyens. Regarde, si mon besoin, c'est de me sentir importante, mais que le moyen, c'est de prendre de la vaisselle et puis de la casser par terre ou de prendre une casserole et de taper la tête de mon mari avec, ça, c'est un moyen. C'est pas j'ai besoin de le secouer et lui faire mal, c'est j'ai besoin de me sentir importante. Donc derrière des besoins profonds, il y a toujours une forme d'un état d'être, une sensation. Quand on dit j'ai besoin de passer un appel, c'est un moyen, même si on pose le mot besoin. J'ai besoin de faire les courses. C'est aussi un moyen. Mais si je demande, une fois que je passe l'appel et que je fais les courses, qu'est-ce que je vise à ressentir? Pour moi, derrière le mot besoin, il y a une sensation. Je me sens en sécurité, je me sens libre, je me sens digne, je me sens une belle personne, je me sens OK, je me sens aimé, je me sens important, etc., etc. Donc, pour découvrir les besoins, il y a une question clé que je développe dans le protocole d'identification des besoins, c'est en quoi c'est important pour moi.
à se poser en boucle. Par exemple, je veux que la personne m'apprécie. En quoi c'est important pour moi que la personne m'apprécie? C'est pas mon besoin, c'est le moyen par lequel je voudrais ressentir quelque chose. Bah, si elle m'apprécie, je sentirai que je suis aimable, je suis digne d'amour. Ça, c'est mon besoin profond. Il y a des besoins secondaires qui dépendent de quelqu'un d'autre. J'ai besoin que tu me respectes. Et il y a le besoin primaire qui ne dépend de personne. Me sentir respecté, c'est une sensation intérieure. Vraiment, je fais cette dissociation entre les deux, parce que beaucoup de personnes, quand ils arrivent en thérapie, ils confondent les moyens avec les besoins fondamentaux. Ou alors, ils connaissent leurs besoins, mais ils ne savent pas comment le satisfaire en totalité. Mhm. La question, en quoi c'est important pour moi? Qu'est-ce que je recherche? Et si ça se passe, en quoi c'est important pour moi? J'ai parlé d'un exemple avec un sac à main dans mon livre. Je ne sais pas si tu l'as lu. C'est une dame Mm. qui est arrivée et qui a dit, bon, bah, ma demande est très particulière. Je veux m'acheter un sac à main de marque. Je pratique la loi d'attraction pour le manifester et ça marche pas. Aidez-moi. Je dis, écoutez, je vais d'abord vérifier qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous visez avec l'achat de ce sac à main. Et là, il y a eu tout un tas d'enchaînements de questions et de réponses où elle m'a répondu, si je m'achète ce sac à main, je peux pouvoir partir à l'étranger. En quoi c'est important pour vous? Je pourrais me filmer avec ce sac à main sur une belle avenue. En quoi c'est important pour vous? Ma mère pourra le voir enfin. En quoi c'est important que votre mère puisse le voir? Bah, enfin, elle va se dire, ma fille a réussi. En quoi c'est important pour vous que votre mère se dise que vous avez réussi? Je vais enfin sentir que je suis digne d'amour. Ok, donc on a un sac à main d'un côté, besoin d'un sac à main, et de l'autre côté, j'ai besoin de me sentir aimée. Mm. Découvrir les besoins profonds, ça nous enlève euh, plein de stratégies qui ne sont pas toujours efficaces ou définitives pour satisfaire nos besoins. Ouais. Elle peut s'acheter ce sac à main de marque, pourquoi pas? Mais est-ce qu'elle va le s'acheter avec le plein de valeur et d'amour pour elle-même ou avec le vide? Ce ne sera pas la même chose. Exactement. Ouais, 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 complètement. Je suis complètement d'accord avec se prouver quelque chose. Ouais, ouais. Très intéressant. Et on parlait de l'ego tout à l'heure. Moi, j'aime bien parler du petit ego parce que le petit ego est souvent très important. En quoi il est l'opposé du lâcher prise et comment on peut réduire son impact dans notre vie? Alors, en quoi il est l'opposé du lâcher-prise? Je dirais pas comme ça l'opposé, je dirais que l'ego, c'est un processus par lequel, comme je t'ai dit, on va s'identifier à j'aime, j'aime pas, bien, mal, et il est là tant qu'on est incarné, il va nous accompagner. Jamais on pourra le supprimer. Se battre contre l'ego, c'est une idée qui vient de l'ego lui-même. Euh, Puisque c'est de la résistance, encore une fois, la résistance, c'est l'ego. La résistance vient des dynamiques psychiques, oui. Mais disons que déjà la spiritualité, elle ne voit pas l'ego comme un ennemi. Mhm. Repérer que l'ego veut mon bien-être avant toute chose. Il veut que j'aille bien, que je me sente bien et que j'ai un maximum de ressources, d'attention, de bien-être en moi. C'est pas négatif en soi. Sauf que pour arriver à ce bien-être, l'ego, toute cette structure psychique peut s'y prendre d'une manière un peu particulière. Je donne un exemple. Si j'ai peur d'être trahi par une personne, l'ego me dit, garde la peur de la trahison, continue à surveiller son téléphone portable, où elle va, avec qui elle parle, etc. Parce que si jamais la personne était dans une déloyauté, tu vas souffrir. Donc l'ego me dit, je veux ton bien-être, mais pour ce bien-être, ce contrôle de l'autre, avec bien sûr les informations qui m'échappent, je ne sais pas où il va, je ne sais pas qui il fréquente, etc., me fait plus de mal que de bien. Si je commence à me dire, je vais lâcher prise ici sur une trahison éventuelle, une petite voix à l'intérieur de moi dit, ne fais surtout pas ça. Parce que si tu lâches prise sur ta peur de la trahison va arriver tout de suite. Et en fait, c'est un leurre. Si je lâche prise sur la trahison de cette personne, je vais immédiatement devenir libre, en paix à l'intérieur. Et rien ne me garantit qu'elle ira me trahir, être déloyale ou pas. Que je garde le contrôle, l'autre peut me trahir. Que je sois complètement détendue, l'autre peut me trahir aussi.
etc. Donc, réduire l'impact de l'ego, c'est déjà de regarder euh, qu'est-ce qu'il me raconte. Il me dit, par exemple, sans l'amour de l'autre, tu peux pas te sentir complète. Sans que ta voisine te respecte, tu peux pas te sentir une personne importante. Il me raconte tout ça. Et là-dedans, j'entends que mon bien-être, il dépend de l'extérieur. Et mon ego me dit, mais bien sûr, ça dépend de l'extérieur. Les autres y participent et en même temps, je peux quand même combler ces manques en moi par moi-même. À commencer par les identifier. L'ego va nous jouer plein de tours, nous amener dans des impasses et je les trouve géniales. Je les trouve géniales dans le sens où une fois que tu as fait le tour, tu peux te dire, OK, c'est une dynamique de mon ego, je ne le méprise pas, je l'accueille, il est là et en même temps. Est-ce que je peux lâcher prise sur cette peur? Je dis pas oui dans mon exemple à la trahison. Je dis oui que si jamais l'autre me trahit, je vais être présente à moi, je vais faire le deuil de cette relation, parce que l'autre savait que la trahison n'était pas OK pour moi. Je continuerai à ouvrir mon cœur, mais peut-être pas à cette personne. Ça ne marchera plus avec elle. Et c'est OK. Donc, l'ego est une composante très importante en nous. Il participe à former des blocages en nous au nom de notre bien-être. Les reconnaître, voir, OK, il y a encore une partie de mon bien-être qui dépend d'une action de quelqu'un d'autre ou de l'extérieur ou d'un objet. Quel est mon besoin derrière tout ça? On revient à la question de tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que je peux me sentir aimée même si je ne reçois pas un bouquet de fleurs, un cadeau, un appel? Oui, je peux me le donner par moi-même, mais c'est aussi intéressant et important pour moi de le recevoir de l'extérieur. Mais ce n'est pas la condition euh, sine qua non à mon bien-être. Ce n'est pas une condition unique à je vais me sentir mieux. La suite dans 2 semaines